J'aurai le plaisir ce soir de recevoir Thierry Abel, qui est directeur du cinéma Arambert, qui est une institution bien connue à Bruxelles. Alors, nous allons avoir un entretien d'une bonne heure ensemble et je vais essayer avec lui de voir un petit peu quel est le projet de cette institution culturelle et pour essayer de la faire connaître un peu mieux. Alors, Thierry Abel est né en 1951 et il va faire des études dans le domaine de la politologie à l'université, mais c'est très loin de l'orientation que sa carrière va prendre par la suite. Alors très rapidement, parce qu'il ne s'agit pas ici de faire sa nécrologie et de donner le détail de tout ce qu'il a pu faire pendant sa vie, j'aimerais bien lui poser tout de suite d'emblée une première question qui concerne son engagement personnel qui l'a conduit à partir de 1984 à mettre en place, donc si j'ai bien compris, le cinéma Arambert. Alors Thierry, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quel est le cheminement et quelles sont les orientations qui t'ont conduit à mener à bien ce projet? Bon, ben écoute, je vais directement rebondir sur un mot que tu as employé, qui est le mot carrière. Oui. Alors, s'il y a bien une chose que je n'imaginais absolument pas au moment où je suis parti sur ces chemins cinématographiques, c'était que ça devienne une carrière. Alors, tu as donné ma date de naissance, donc en quelque sorte mon âge, et ben, les auditeurs auront vite compris que je suis d'une génération qui s'est éveillée à la vie dans le courant de mai 68. Donc avant de parler de l'Arambert lui-même, il faut un peu resituer ce qui est... Je dirais que mon histoire personnelle va en parallèle au développement de toutes ces choses. Dans ces années-là, les analyses que nous faisions, donc, produits typiques, j'étais ce qu'on appelait Mao dans ces années-là, et puis face à un anarchiste, quand je vais lui dire que j'étais même très althussérien à l'époque, il va peut-être avoir des frissons dans le dos, oui. Mais à l'époque, dans la phraséologie de l'époque, nous devions intervenir dans les appareils idéologiques d'État, mais enfin cette expression me convient encore aujourd'hui, après tout, il ne faut pas avoir peur d'employer certains mots. Et hormis toutes les luttes auxquelles toute la génération a participé, rapidement, nous avons décidé d'intervenir sur le front de la culture. Ça s'appelait comme ça à cette époque-là. Et par intérêt personnel pour le cinéma, j'ai caressé l'idée à un moment donné de faire la SAS. J'avais beaucoup d'amis cinéastes, surtout un type qui fut extrêmement important, je vais le citer, type qui s'appelait Boran Alaouié, qui était un cinéaste libanais et qui a fait un film qui était considéré à l'époque, donc les termes sont un peu excessifs, comme le Potemkin du cinéma palestinien, ce qui n'était pas, mais bon, ce sont toutes des dates assez décisives dans mon cheminement personnel. Et dans le courant des années 70 est venue l'idée qu'il faudrait unir tous les petits collectifs qui avaient pour mission de diffuser, produire ce qu'on appelait le cinéma direct, le cinéma politique, cinéma parallèle, cinéma je ne sais pas quoi, enfin tous les termes de l'époque, et il y a eu une première unification assez étonnante. Ça s'est réalisé au sein d'un mouvement qu'on a appelé Unité de distribution, et ça regrouperait aussi bien un ancien curé proche des luttes en Amérique latine qui s'appelait Beverly Dingsfield, que des gens plus underground et déjantés comme Rob de Hert en Flandre avec le groupe Fugitif Cinéma, et nous-mêmes issus du mouvement unifié belge des étudiants francophones. Je trouve ça fait assez rire, mais qui était complètement noyauté à l'époque par des militants de notre acabit.
Et c'était quoi, plutôt des Mao alors? Non, il y avait de tout. Ça allait des Anards en passant par des marxistes-léninistes. Oui, c'est ça. Oui, c'est une simple question. C'était, je dirais, très justement l'unité de distribution. Ce fut un moment fugitif d'unifier tout ce qui existait, je dirais, sur le front des gens engagés dans le cinéma. C'est ça. Là-dessus, je te passe un peu tous les débats idéologiques de l'époque, mais rapidement, on s'est senti mal par rapport à des directions soi-disant révolutionnaires qui se dessinaient à l'époque, et nous avons recréé une société, enfin non, c'était une SBL, mais un groupement de distribution. Donc en gros, l'analyse que nous faisions à l'époque, c'est qu'il existait une production alternative, mais que il manquait de canaux de distribution. Donc c'est pour ça que, bien que dans Sciences Po, puisque tu en as parlé, et malgré mes désirs peut-être de réaliser à l'époque des films, on s'est mis très courageusement, en bon militant de l'époque, si le problème c'est la diffusion, il faut créer un outil de diffusion. Et donc, si ma mémoire est bonne, c'est en 75 que nous avons créé Ciné Libre. Ciné Libre est une création d'une 20-25 personnes issues du cinéma, de l'animation socioculturelle. Au départ, c'est un mouvement autogéré, avec pour charge de diffuser. Nous avions, je dirais, ce que j'appelle à l'époque plutôt une stratégie, comment dire, on est un peu passé, ça l'histoire de Ciné Libre, c'est comment passer de l'art de la politique à la politique de l'art. Mais je dirais ces deux préoccupations, malgré les engagements politiques, étaient toujours une interrogation que nous avions tous. Et donc c'est cette histoire un peu flamboyante qui, comme des journaux, comme Libération et d'autres, s'est à un moment donné, au cours du temps, professionnalisé. Et qui dit professionnalisé signifie abandon des optiques autogestionnaires, abandon de la gratuité aussi. À un moment donné, tout le monde était... Et pourquoi autant, je comprends, abandon de la gratuité, parce qu'il faut quand même vivre et survivre dans le monde dans lequel on se trouve, mais pourquoi abandon de l'autogestion? Parce qu'une entreprise peut faire des bénéfices dans le cadre d'une entreprise autogérée. C'est ça que je veux dire. Oui, c'était pas une question de bénéfice à l'époque, ça se posait pas du tout dans... Pourquoi l'autogestion ne pouvait pas fonctionner? Parce que ça m'intéresse, moi comme anarchiste, évidemment. Alors je propose qu'on fasse une autre émission sur l'évolution de toutes ces questions qui dépassent largement Ciné Libre. Donc il y a un moment donné où on est paralysé dans l'efficacité. Donc le débat est large, donc il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais à partir du moment suivant, on a engagé une personne mi-temps, puis ça s'est développé, puis un plein temps, et puis les choses, et puis tu sais, comme anarchiste, tu le sais certainement, mais souvent, dans les regroupements de ce genre, je dirais, ceux qui ont une force sur le terrain, et qui sont toujours sur le terrain, sont ceux qui prennent le pouvoir. Donc tout ça extrêmement compliqué, complexe à analyser, c'est un vrai sujet. Et tu t'es retrouvé de côté de celui qui prenait le pouvoir, alors oui, je sais que tu n'es pas un jacobin, par contre, ça tu m'as... C'est très très court. Non, je sais, mais à un moment donné, oui, j'ai pris un an d'ailleurs de congé sabbatique dans cette histoire, et j'y suis revenu avec l'idée qu'on devait dépasser cette époque-là. D'ailleurs, c'est quand même aussi le début d'une certaine récession de nos idées, mais c'est aussi un sujet en soi. Je dirais pour ma génération qui a cru qu'on allait faire changer, trembler le monde sur ses bases, je nous vois comme vaincus, KO aujourd'hui en 2010, et je dirais la révolution conservatrice a gagné, nous a mis quand même bien KO. Donc c'est aussi de tout ce contexte-là qu'il faut tenir compte. Ce n'est peut-être qu'une bataille et pas la guerre, il faut... Sinon... Alors, voilà, Inch'Allah, comme dirait l'autre, on verra. On verra, non, il ne faut pas être pessimiste. De quoi tout ça est fait, mais
peut-être pas avec les mêmes travers, mais c'est un peu vraiment la trajectoire d'un journal comme Libé est assez identique. Ah oui, oui. Bon. Mais vous n'êtes pas arrivé quand même aussi loin que Libé, quand même, parce que maintenant, avec Rothschild... C'est assez complexe. Ah oui, oui. Moi, pour des raisons, et je ne cherche pas du tout à tirer la couverture vers moi, avec ce qui fut ma partenaire pendant 25 ans, tous ces débats ont eu lieu, chacun les a résolus comme il peut ou comme il veut. C'est assez compliqué, mais ça nous permet, si tu veux, de me situer. Notre engagement politique de l'époque, de jeunes gens soucieux d'émancipation, de justice sociale, donc toutes ces choses ont été le point de départ de motivation personnelle. Et après un chemin qui ne fut absolument pas en ligne droite, il y a beaucoup de courbes et de sinuosité dans le parcours, mais je pense quand même que si on trace une droite au milieu des courbes, on finira quand même par se voir qu'il y avait une logique inconsciente peut-être dans tout ça, mais aujourd'hui, tant d'années après, la seule question qui me préoccupe dans mon projet aujourd'hui, c'est cette idée de l'émancipation. Donc j'ai renoué. Voilà, alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire, nous avons une petite conversation avant cette émission, et tu m'as dit, je trouve que ça va vraiment dans le fil de ce que tu viens de dire, que tu étais à la fois idéologue et pragmatique. Et on sent, d'après tout ce que tu viens de dire maintenant, qu'il y a effectivement des deux. Alors est-ce que tu pourrais, peut-être justement, en parlant de la concrétisation de ce que ce projet est devenu, montrer comment ces deux aspects, le premier, on a bien compris, le côté idéologue, c'est le fil directeur qui est constant maintenant depuis 1975 et qui traverse toutes les courbes sinueuses que tu décrivais il y a quelques minutes, et d'autre part, ce côté pragmatique. Alors je ne sais pas si par pragmatique, il y a justement cet aspect, je dirais... qui fait on est inscrit, qu'on le veuille ou non, dans un monde qui est peut-être pas celui qu'on aurait voulu, mais enfin qui est celui-là, un monde qui est celui de l'économie de marché, entre autres choses, mais enfin il y a peut-être d'autres éléments qui interviennent dans les paramètres qui sont ceux du pragmatisme. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu ça, mais sous forme de l'un ou l'autre exemple, avant qu'on reparle alors plus concrètement de tout ce qui se fait dans le cadre du cinéma Rambert? Non, mais tu le soulignes, on vit ici et maintenant dans un système donné. J'ai dit, l'expression t'a plu apparemment, idéologue stratégiquement, mais pragmatique tactiquement, on peut le dire aussi autrement. Ça veut dire que c'est une stratégie de réforme. À un moment donné, dans un système donné, l'économie de marché, le système politique dans lequel nous vivons, avec lequel nous devons négocier, les subsides, comment fonctionner. À partir du moment où tu te professionnalises, il y a un moment donné, le travail mérite un salaire, il faut qu'on avance dans ce système-là. Et de nouveau, ce serait un sujet d'émission, ça aussi, à part comment sont produits les films, dans quel contexte, comment tout ça fonctionne. Mais sans qu'il n'y ait eu de compromis quant à l'objectif qui est celui de l'émancipation. Donc il n'y a pas de contradiction pour toi. Enfin, il y a eu moyen de combiner les deux depuis une trentaine d'années, quoi, ou plus. In fine, on peut se donner l'impression, enfin pas seulement l'impression, réellement il y a un fil conducteur quand on jette un coup d'œil dans le rétro. On a tenté. Quand je dis pragmatique, je ne sais pas, il y a aussi une manière. Il y a un refus du dogmatisme aussi, si tu veux. Donc, à un moment donné, face à une situation économique X et une situation politique Y, comment on s'en sort? Comment on avance? Comment on trouve le financement de tel projet? Le cinéma, en particulier, est un art qui coûte horriblement cher, qui demande des moyens. Donc, comment... Alors, on a produit, plus ou moins collectivement, à certaines époques, des analyses diverses là-dessus. C'est pour ça que je dis que mon chemin n'est pas sinueux. Je pense que fin des années 80-90, je dirais, le Parti socialiste a découvert le marché dans les années 80. En gros, je simplifie un peu les choses. Les années Mitterrand, en gros, quoi. Donc à ce moment-là, on nous a demandé d'être franchement plus pragmatique et d'avoir des démarches nettement plus commerciales, de trouver des financements dans les banques et des choses comme ça. Alors, il a fallu tirer les conclusions de tout ça.
Et quoi, vous avez fait des études de marché, du marketing pour voir comment ça... Parce que la banque, elle veut, j'imagine, elle veut même certainement des garanties par rapport à un public sûr qui puisse faire rentrer de l'argent. Je ne sais pas, ça s'est pas passé comme ça. Nous avons dû apprendre toutes les techniques, entre guillemets, avec un sourire en tout cas, de l'ennemi. Oui. Il a fallu comprendre ce que c'est qu'un marché et comment toutes ces choses fonctionnent. Et qu'est-ce que on a dû apprendre toutes ces choses-là. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, cette évolution qui édulcorait, je dirais, au corps défendant parfois des protagonistes, des gens qui portaient ces projets. L'idéal initial. Non, cette évolution nous a amené et a édulcoré le projet. Alors les questions, et je te dis, sujet en soi, si nous l'avions fait, je pense qu'il ne resterait, si on était resté pur et dur, alors je crois qu'on serait peut-être comme air libre, mais resté à un stade beaucoup plus confidentiel, voire nous aurions été abattus en cours de route, il n'existerait plus rien. C'est ça. Donc le fait d'avoir dégagé des perspectives plus commerciales et jouer, je dirais, le jeu à certaines périodes de l'économie de marché, on peut peut-être sauver quelque chose. C'est des débats, c'est des bilans, des leçons qu'il faudrait tirer, pas tout seul, je dirais plus collectivement, pour voir si on a eu tort ou a raison. En tout cas, je me suis posé ces questions-là et j'ai fait l'expérience, justement pour ne pas être taxé de dogmatique, j'étais au bout de certaines logiques qu'aujourd'hui je regrette un tout petit peu, mais en même temps je me dis, si on ne l'avait pas fait, aurait-on pu poursuivre la démarche. Voilà. Oui. Tout ça, c'est les fondements de l'Arambert. Et alors maintenant, ce serait peut-être intéressant que tu expliques un petit peu quelles sont les démarches qui sont mises en œuvre et peut-être comment elles ont évolué, mais enfin on va progressivement quitter l'histoire pour aller dans l'actualité. Quels sont les moyens mis en œuvre et qui sont nombreux pour atteindre cet objectif d'émancipation. Non seulement donc il y a le cinéma qui fonctionne en tant que cinéma au sens strict et traditionnel du terme, mais à côté de ça, vous avez toute une série d'activités annexes, entre guillemets, qui sont peut-être pas si annexes que ça, qui sont des activités d'éducation permanente, avec des écoles. Il y a des débats, entre autres, sur des problèmes de société, des débats de type altermondialiste, entre autres choses. Il y a également des semaines consacrées à des réalisateurs, et peut-être même en présence de réalisateurs. Ça arrive aussi de temps en temps. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment tout ce puzzle s'agence pour former une figure qui est celui de l'idéal que vous suivez? Alors, dans un premier temps, parce que je suis toujours obligé de remonter en arrière. Oui, mais c'est très bien, c'est très bien. La genèse de cette histoire. Dans un premier temps, nous n'avions pas de salle de cinéma et nous n'avions pas accès aux salles de cinéma. Alors, on a eu, si tu veux, ça m'amuse assez de raconter ça comme ça. La première stratégie que nous avons développée, ce n'était pas l'encerclement des villes par les campagnes, mais c'était l'encerclement du centre commercial par sa périphérie alternative. Oui. Et en gros, les premiers films, le premier film un peu important qu'on a acquis à l'époque, comment les diffusions-nous? Par une espèce de chemin de croix à travers des centres culturels. C'était aussi bien l'auditorium Shell que Jacques Franck, que le passage Carver, tout ce qui existait à l'époque. Et là on commençait peut-être déjà à mettre le doigt dans un engrenage dangereux, et on a prouvé que par cet itinéraire, nous touchions un nombre de spectateurs significatif. Oui. C'est au début des années 80, ça, pour situer un peu dans le temps. C'est au début des temps. Années 80. Oui. Et on touchait, fin 70, 80, et on touchait un nombre de spectateurs significatif jusqu'au jour où nous avons distribué un film, les plus anciens s'en souviendront, qui s'appelait Harlan County, qui était un documentaire sur des luttes ouvrières aux États-Unis. Oui. Et ce film a ramassé le prix de l'Union de la critique à l'époque, et nous n'avions même pas une copie 35 mm. Et nous avons eu un dimanche soir un coup de fil de ce qui s'appelait le studio Arambert, situé rue d'Arambert, à l'époque, nous demandant s'ils pouvaient mettre le film à l'affiche. Bon, on s'est débrouillé, le film était... Et donc c'est notre premier pas
Où se trouve le cinéma Nova maintenant? Oui, où c'est se ça. trouve Ouais, ouais. l'actuel Nova. Et c'est notre premier pas dans la distribution, je dirais, classique, comme l'establishment l'a pratiqué, mais dans une salle dite art et essai. Ceci dit ici, petite parenthèse, nous avons quand même été aussi à l'origine et porté dans une situation extrêmement complexe le projet du cinéma Monty, Place Fermant-Coq, à une époque, qui était Oui. une joyeuse affaire, mais qui ne fut que l'amorce d'une expérience. Donc en 84, après ces histoires de Au mise à fond, la... début 80, il y avait encore un certain nombre de ces petits cinémas de quartier ou c'était déjà fini tous ces petits cinémas? C'était l'amorce de la fin. C'était l'amorce de la C'était fin, l'amorce oui. de la C'était... fin. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais enfant, dans tous les quartiers Disons, de Bruxelles, dans le il y circuit avait- commercial, Oui. on assiste à non pas au multiplex, mais au multisalles. Oui, Donc c'est le ça. moment où les exploitants classiques de cinéma ont divisé leurs salles en plusieurs petites salles, Oui. avec la deuxième, entre guillemets, révolution plus tard, quand les gens en ont eu marre de ces mini-écrans et que sont apparus ce qu'on appelle aujourd'hui les multiplex, Oui, oui. donc les types Kinépolis et UGC, grands Ouais, écrans. parce qu'à Bruxelles, pratiquement, il y a encore quoi, 8 cinémas ou 8 ou 9? Enfin, je sais pas. Il faut parler en termes d'écran, il y en a un peu plus. Ah oui, en mais- termes d'écran, en bien termes d'écran. entendu. Mais je Ah parle non, non, en même termes plus. oui. Non, bien sûr que non. Non, Oui, non, ah, tout est centralisé. Il y a tout est centralisé, UGC, Oui, oui. Kinépolis, Arambert, Vendôme et Actors Studio, c'est tout. Oui, c'est et ça. Nova. C'est Non, non, ça, c'est- oui, c'est oui. c'est fini. Non, non, Voilà, on oui, n'en oui. est plus là. Et donc, nous avons acquis le studio Arambert qui est devenu le cinéma Arambert. Je vais très très vite, conflit avec la Credit Bank qui a racheté le bâtiment, Ah oui. qui nous met dehors en 87, Oui. grosse lutte à l'époque, et achat du cinéma des galeries dans les galeries de la Reine, période Arambert Galerie, on a appelé ça comme Voilà. ça, pour renouer aujourd'hui sur un cinéma Arambert tout simple, la parenthèse étant bouclée, et Voilà. repartant vers de nouvelles bases. Mais la première exploitation de l'Arambert en 84 est une exploitation assez classique, hein. On s'est Oui. inséré dans le système classique des salles. On était juste, disons, d'un segment de marché, pour parler ce Oui. langage-là, qui était le marché dit d'ARSC. Alors le concept d'ARSC est un concept français, très au point dans le système français, qui est un système de soutien. Mais qu'est-ce que c'est en gros? Voilà. C'est ce qu'on appelle le cinéma d'auteur. C'est l'idée que le cinéma est un art et pas seulement une industrie, que nous ne diffusons pas des produits, mais des œuvres originales, donc s'attachant toutes à une réflexion également sur le langage, la manière de faire les choses, l'esthétique du cinéma, qu'est-ce que ça signifie, les enjeux politiques de l'écriture. Donc toutes ces questions ont évolué au cours de ces 25-30 Et dernières ça années. suppose quand même de la part de ceux qui, enfin des spectateurs potentiels, peut-être une certaine éducation. Est-ce que c'est lié justement le projet ou la réalisation d'un projet maintenant d'essayer de sensibiliser les élèves des écoles à l'art cinématographique, peut-être pas au cinéma d'art et d'essai, mais est-ce que c'est lié à ce projet de... Non, mais au fond, là, tu vas un peu trop vite. Je vais trop vite parce que l'image est associée au son, mais c'est pas quelque chose qui est évident et qui nécessite peut-être, comme la lecture, comme l'écriture, comme le calcul, une éducation. Bon, alors, est-ce qu'on peut dire ça? Alors ou bien voilà. C'est totalement sidérant que nos gosses. Alors là, on est vraiment dans le contemporain. C'est sidérant que nos gosses n'ont aucune éducation au langage cinématographique, j'irais dans le cadre des cours et dès l'école primaire. Donc, d'autant plus qu'ils passent un temps fou à regarder la télévision, Internet et autres. Donc je t'en passe des meilleurs. Mes enfants sont dans le cas. C'est absolument terrifiant. Donc ce retard qu'on a pris. Donc je pense que des lieux comme les salles d'arrêt, mais ils l'ont toujours plus ou moins fait, même si pas d'une manière aussi intensive qu'aujourd'hui, doivent apporter leur pierre dans cet édifice. Et c'est pourquoi dans l'Arambert, mais dans sa version contemporaine, encore que ça fait 20 ans que nous avons développé un premier projet qui s'est fait en coproduction avec une autre salle à Liège. C'est un projet qui s'appelle l'écran large sur tableau noir. L'acte fondateur, dont je ne fais absolument pas, loin s'en faut, on pourra développer ce sujet aussi contre l'usage du DVD ou d'autres supports pour le cinéma, mais je crois que l'acte fondateur par rapport au jeune public,
c'est de venir voir un film dans une vraie salle de cinéma. Donc cette démarche de sortir de la classe, de sortir de chez soi et d'aller dans une salle et de partager ensemble, en nombre, dans le noir, face à un écran blanc, est une démarche fondatrice, et les gamins de 6 à 18 ans doivent en passer par là. Donc ils viennent voir un film à la Rambert, il y en a à peu près 35 000 par an, c'est 20 ans qu'on fait ce boulot. Ils reçoivent là, les instituts ou les profs reçoivent là... Ça se fait avec des élèves de quel âge ? De 6 à 18. Ah, Primaire, voilà. secondaire Primaire, confondu, secondaire, tout ouais. secteur confondu. Le choix des films n'est pas extrêmement pointu, il est parfois uniquement thématique, de manière à ce que tous les sujets sociétaux puissent être abordés. Mais il y a chaque fois un dossier pédagogique qui est édité d'ailleurs par cette salle liégeoise qui s'appelle les Grignoux, qui donne des clés de lecture du film et des thématiques de fond pour débattre. Ces débats-là ont lieu en classe et sur la responsabilité de l'enseignant. Donc nous nous contentons, entre guillemets, de leur proposer une programmation annuelle, et chaque film projeté jouit d'un dossier pédagogique, mais qui est un véritable petit livre extrêmement pointu. Je recommande la lecture. Nous avons développé parallèlement, depuis maintenant 4-5 ans, un autre projet, alors qui est une pure création à Rambert, et que nous allons chercher d'ailleurs un peu à exporter. C'est un projet qui s'appelle On se fait notre cinéma, et qui est un projet que j'aime particulièrement, parce que là c'est un travail qui se mène plutôt aux environs de la 6e primaire, qui est un travail d'initiation au langage cinématographique, mais qui est mené par des animateurs de la Rambert dans les écoles, au cours de... Donc nos animateurs vont accompagner l'enseignant pendant toute l'année, et ça va déboucher sur la réalisation de 2 petits courts-métrages. Je dirais que la pédagogie, on en a parlé tout à l'heure, oui, de type de Crolienne, donc c'est fait de manière ludique et non rébarbative. L'acte fondateur, toujours, on ne lâche pas de ce côté-là, c'est venir voir un film à la Rambert, et puis seulement le travail va commencer en classe. Mais il y a une autre dimension au projet qui, à mes yeux, est fondamentale et à laquelle je tiens beaucoup. On travaille par groupe de 3 classes. Une classe dite à discrimination positive, une autre dite à pédagogie nouvelle ou autre, quel que soit le jargon qu'on emploie, et une salle, disons, plus classique. Oui. Le travail mené pendant l'année doit aussi porter sur une rencontre. Ils se rencontrent donc. Ils doivent se rencontrer, dialoguer, y compris par Internet et un site qui leur est dévolu. Et qu'est-ce que ça donne au fond ? Alors ça donne pas toujours des choses faciles. Tigane Molenbeek qui débarque à De Crolly ont parfois pas le même vocabulaire, oui, mais ça finit quand même par susciter des réflexions, pour autant que les animatrices et les instituteurs, à un moment donné, rebondissent sur ces questions. Oui. Sinon, les enfants vont rester peut-être avec leurs a priori. Mais c'est vrai que c'est assez stupéfiant pour les petits de Crolly, parce que non seulement ils vont visiter leurs écoles respectives, ils vont visiter leurs quartiers respectifs, et ils ont la première projection fondatrice à la Rambert, ils l'ont ensemble. Ah, et après, quand ils verront les travaux finis, ils les verront ensemble une première fois, et une deuxième fois, y compris avec les parents. Donc je dirais, ce travail sur la mixité sociale est partie intégrante du projet, et je ne concevrais pas ce projet sans cet aspect-là. Oui, tiens, tu me fais penser à 2 expériences pédagogiques que j'ai menées il y a une quinzaine d'années, justement, entre autres à De Crolly. À De Crolly, on travaille essentiellement de manière, je dirais, thématique, principalement. Et je me souviens que c'était en 1995, puisque c'était les 100 ans de la naissance du cinéma, et donc pendant 2 mois, on a travaillé dans une classe, c'était une classe de première secondaire, donc c'était des élèves de 12 ans, sur la naissance du cinéma. Voilà.
Et donc j'ai été avec mes élèves de l'époque, c'était dans la salle, je ne sais pas si elle se trouve toujours là ou si tout a été rapatrié dans la rue Hortal, à la Cinémathèque, mais il y avait une salle au musée du Cinquantenaire, musée d'art et d'histoire consacré à l'histoire, les origines du cinéma. Je ne sais pas si elle s'y trouve toujours ou si elle est maintenant à la Cinémathèque. Et si il y avait toute une série de vieux instruments, voilà, pour. Et alors ils ont pu travailler également avec le professeur de physique également sur les problèmes d'optique. Et bon, voilà, la décomposition du mouvement avec le professeur d'art plastique. Voilà, donc c'était vraiment un sujet interdisciplinaire. Et moi, dans le cadre de mon cours d'histoire, outre le travail qui avait été fait sur les origines du cinéma, donc sur les Frères Lumière, les premiers films d'Alice Guy et des choses comme ça, je leur avais présenté en classe, donc projeté sur vidéo, bien sûr, on n'avait pas été dans un cinéma, mais Ivan le Terrible d'Eisenstein, ça je m'en souviens, et ça les avait frappés, parce que c'est un film évidemment extraordinaire. Alors moi je m'en servais à double titre, non seulement comme jalon dans l'histoire du cinéma, mais aussi en tant que témoignage d'une idéologie, puisque Ivan le Terrible, c'est évidemment Staline dans le film, et donc il y avait un travail, mais c'était pas évident avec des élèves de 12 ans. Je me rends compte que j'étais quand même un peu trop ambitieux, je voyais un petit peu, j'avais mis la barre un petit peu trop haut, mais enfin je crois que ça les intéressait, parce que 10 ans plus tard, j'ai rencontré comme ça un ancien élève de Crowley dans la rue, et quand il m'a vu, il m'a dit Ivan le Terrible. Évidemment, j'avais une grande barbe à ce moment-là, comme quoi il en était resté une trace. Et alors d'autre part, pour les rencontres entre élèves de systèmes pédagogiques différents et surtout de milieux sociaux différents, j'ai mené aussi dans le passé, quand j'étais professeur d'enseignement secondaire, j'avais la chance de pouvoir enseigner parallèlement à l'école de Crowley et dans une école à discrimination positive, à savoir l'école technique et professionnelle de Saint-Gilles, le centre Pierre-Paulus. Mais là, c'était avec des élèves plus âgés, ils devaient avoir 15-16 ans, quelque chose comme ça. Mais cette expérience n'a pas été aussi évidente qu'on aurait pu l'imaginer. Parce que je me souviens qu'on avait eu 2 activités à 1 mois ou 2 mois d'intervalle. La première fois, c'était mes élèves de Saint-Gilles, donc qui étaient dans des sections professionnelles, qui avaient été à De Crowley. Ils avaient été donc invités, mais c'était vraiment très difficile de les faire converser ensemble. Ils se regardaient, et je me souviens que même avant d'aller à De Crowley, ils avaient une appréhension disant oui, mais ce sont des péteux, voilà. Et d'un autre côté, quand ils sont arrivés de l'autre côté, ça n'a pas été évident tout de suite, parce que mes élèves, qui étaient pour la plupart des garçons dans cette école professionnelle, ils sont arrivés à De Crowley, et je me souviens, pour les professeurs de Crowley, c'est comme si les Mongols étaient arrivés, je peux le dire franchement, parce qu'ils craignaient pratiquement que toutes les petites filles allaient être violées, il y avait tous des fantasmes qui sont... voilà, parce qu'effectivement, mes élèves de Saint-Gilles, ils ont commencé à donner des bisous à toutes les filles, on disait, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Et dans l'autre sens... Quand ils sont venus à Saint-Gilles, alors donc les élèves de Crowley sont venus à Saint-Gilles, là il y avait une fête qui avait été organisée par des mamans arabes, donc, et il a fallu du temps pour que l'atmosphère se réchauffe, parce que je me souviens, il y avait tous des plats qui avaient été des plats marocains qui avaient été faits par les mamans et par la section de cuisine, mais ils se regardaient de nouveau en chien de faïence, et à un moment donné, il y a la musique qui s'est mise en route, mais il n'y a que quelques élèves de Crowley qui sont mis à danser, alors que tous ceux enfin, c'est pour dire que c'est pas toujours évident, mais ça me fait plaisir de voir qu'il y a moyen, dans le cadre d'une activité peut-être plus structurée, et sur le long terme, évidemment, c'était pas possible de faire un travail de longue durée, mais c'était vraiment la rencontre de 2 mondes. C'était donc en 1995, donc c'est pas si vieux que ça, il y a 15 ans. Donc je suis heureux de voir que des échanges sont peut-être
plus possible maintenant qu'avant, ou peut-être c'est dû au hasard, ou c'était peut-être dû à des publics qui, voilà... Non, tu m'effrayes un peu, mais tu ne me surprends pas complètement par rapport à De Crowley. Hein, mais ça reste décevant par rapport aux fondamentaux de l'école. Oui, voilà, on se dit qu'il y a quand même des... Voilà. Mais l'école s'est extrêmement normalisée, elle a suivi l'évolution de ce monde. Ils sont très soucieux aussi, pour finir, de performance et d'une certaine respectabilité. Certainement déjà en 95 aussi. Donc voilà, je ne suis pas franchement surpris. Non, mais bien sûr, on ne fait pas de miracle. Hein. On ne change pas le regard de 24 gosses multipliés par 3. Mais c'était des mondes qui s'ignoraient véritablement. Mais oui, ils s'ignorent, mais il faut qu'ils apprennent à se connaître. Je crois que c'est en multipliant dans des secteurs différents, mais ce type d'initiative, qu'on force un peu le destin. Voilà. Il est bon que mes enfants, qui sont à De Crowley, bon, heureusement j'ai quand même un peu de poids dans l'éducation, mais voilà. Mot que je n'aime pas par ailleurs. Non. Mais oui, il faut qu'ils se confrontent à ça, et ce n'est pas en une année scolaire, ni par une seule expérience qu'on a solutionné les choses. Mais si on ne le fait pas effectivement, quand on est enfant, quand on est jeune, c'est effectivement beaucoup plus difficile d'avoir des rapports intelligents, je dirais, par la suite. Quand je dis intelligent, dans le sens de compréhension de l'autre, c'est ça que je veux dire. Je crois que c'est le minimum en termes de programme pédagogique que l'on puisse avoir. Et ça, c'est du concret, hein, parce que je sais que c'est une goutte d'eau. On n'arrête pas de faire des programmes ou des thèmes sur le tiers-monde, sur la fin dans le monde, j'en ai fait combien, hein, bon. Mais concrètement, quand ils étaient face à face, non pas aux gens de couleur du bout du monde, mais à ceux qui habitent à 2 kilomètres de chez eux, ben là, c'était un autre programme. Et donc, on peut avoir une vision exotique. C'était plus les îles de paix pour lesquelles il fallait récolter, et faire tel projet. Non, là, ils étaient là. L'exotisme, il est chez nous. Il est chez nous, l'exotisme, et avec des difficultés. Donc, à un moment donné, il faut que les choses deviennent concrètes. Oui. Mais ce sont des petits gestes, je crois que c'est la multiplication de petits gestes comme ça qui peut-être réensemenceront, que te dire. Je voudrais peut-être te relancer sur cette notion d'art et d'essai pour que tu nous expliques peut-être dans quelle mesure l'activité pédagogique dont tu nous as entretenu tout à l'heure s'inscrit justement dans ce projet d'art et de cinéma d'art et d'essai, et peut-être que tu nous expliques également quelles sont les autres activités qui rentrent également dans ce projet d'art et d'essai. Grosso modo, pour revenir à ce que nous avons déjà dit précédemment, si tu veux, le concept d'art et d'essai est, pour finir, celui d'un petit segment de marché en termes classiques que nous avons investi avec toutes les idées qui étaient les nôtres. Mais cette évolution, disons, des circuits ou des différents circuits d'exploitation, je crains qu'il y ait un Larsen et un peu de réverbération. Il y a un autre bruit. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réverbération. Donc, mais je ne sais pas comment. Mais c'est toi le maître des manettes, ce n'est pas moi. Mais je n'ai touché à rien de particulier, je ne sais pas ce qui se passe. Écoute, si aucun auditeur ne nous fusille... Voilà, maintenant ça va. Oui, mais est-ce que nous passons sur antenne ? Ah oui, nous passons. Alors, c'est parfait. Alors, nous pouvons continuer. Voilà. Et donc, si tu veux, dans le cadre de ce système de l'économie générale du cinéma, se pose la question aujourd'hui de l'évolution des salles d'art et essai. Ces salles, aujourd'hui, subissent, comme tout le monde d'ailleurs, comme le cinéma vu comme industrie également, tout le monde subit l'évolution des différentes technologies, des modes de consommation du cinéma. Aujourd'hui, il y a la vidéo à la demande. Toutes ces technologies et ces canaux d'accès au cinéma ont modifié et modifient donc aussi notre mode de fonctionnement, y compris la fréquentation de toutes les salles des cinémas, mais des nôtres en particulier. Et donc, depuis une bonne dizaine d'années, se pose la question... comment dire ça, pas trop pompeusement, de l'aggiornamento quand même des salles d'art et essai. C'est quoi ce concept et comment allons-nous aujourd'hui, en 2010, après une évolution de la sociologie des publics, une évolution de ce qu'il faut bien appeler le marché du cinéma, les nouvelles technologies,
comment nous allons-nous repenser notre place dans ce système. Et depuis une dizaine d'années, je dirais, si nos idées deviennent audibles aujourd'hui, elles étaient plutôt perçues comme ringardes, parce que nous parlions quand même d'un retour, nous, à une vision assez classique de l'État-providence et de l'intervention des pouvoirs publics dans ces différents objectifs culturels. Donc je crois que la crise étant passée par là, ces idées retrouvent, en tout cas sur la place publique, une certaine pertinence. Nous n'en avons, nous, jamais douté. Et donc, le concept vers lequel, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, la Rambert a évolué, c'est de ne plus du tout nous percevoir, je dirais, comme le point de vente du cinéma, mais de tenter de nous redéployer comme un véritable centre culturel cinématographique. Donc, y compris avec des missions je dirais, de mémoire, donc de patrimoine, d'accessibilité à l'histoire du cinéma. L'écran total, pendant la période d'été, en est une illustration, mais également autre chose. Donc, qui dit centre culturel, et là, je renoue alors avec des convictions profondes aujourd'hui, que chez moi, c'est l'idée d'initier. Donc, on part d'un principe d'égalité. Je pense que tout le monde peut avoir accès à tout. Je dirais, contrairement à une vision que je qualifierais de social-démocrate de ce qu'est l'élitisme ou pas l'élitisme, je préconise l'élitisme pour tous. Et en général, ceux qui pourraient taxer certaines démarches d'élitistes sont ceux qui ont accès au savoir et à la connaissance et qui, d'une manière assez démagogique, pour finir, se le privatisent. Moi, je pense que tout est accessible. C'est une question de clé à donner aux plus jeunes, aux gosses, et chacun, dans son cheminement solitaire, personnel et individuel, peut avoir accès à tout. Et ce n'est pas une vision de l'esprit, c'est quelque chose qu'on pratique et que je touche, je dirais, concrètement. En tout cas, c'est assez clair de mes mains. Dans le cadre des expériences pédagogiques qui sont faites. Hein. Là, je crois que tu étais tout à fait clair à ce sujet-là. Et donc, oui. mais donc, à partir de ce moment-là, alors, excuse-moi si de temps en temps je glisse vers un vocabulaire plus marketing, mais si notre cœur on appelle ça le cœur business, mais si le cœur de notre activité reste le cinéma et sa diffusion dans les thèmes relativement classiques, puisque nous collons quand même à l'actualité, et la grande majorité de ce que nous programmons sont des films en première vision, donc c'est l'actualité fraîche du cinéma d'auteur au sens très large du terme. Mais je ne conçois ce travail qu'avec ce principe d'initiation et d'émancipation, en menant à la fois un axe d'éducation permanente et à la fois un axe pédagogique, c'est-à-dire en direction du jeune public. Si nous ne menons pas cette activité, d'abord nous creverons, parce qu'il n'y aura plus de public dans nos salles, et je n'ai pas non plus une vision optimiste. Je ne pense pas que nous allons reconquérir des publics. Je pense qu'à un moment donné, il faut stabiliser une situation un peu complexe en termes quantitatifs et dosimat, pour parler dans ces termes, mais c'est au cœur du projet de la Rambert, éducation permanente, projet pédagogique, initiation, et faire grandir ensemble par une démarche qui repose vraiment sur un principe d'égalité. Ça, je tiens beaucoup à ces notions. Et dans le cas du projet dont je te parlais tout à l'heure, quand nous passons à Buster Keaton, aux 3 classes dont nous parlions, donc y compris ceux dites à discrimination positive, si nous passons à Buster Keaton, film en noir et blanc, que nous faisons accompagner par un piano dans la salle, classiquement, vous vous dites, mais vous êtes complètement malades, les gars. Qu'est-ce que ces gamins qui regardent du kung-fu ou autre ont à kicker de votre histoire? Rien à foutre. Eh bien, pas du tout. Et la salle applaudit, les gosses aiment, donc ça veut dire qu'ils ont une curiosité, une ouverture au monde beaucoup plus grande que ce que le formatage auquel ils sont déjà soumis ne pourrait nous laisser croire. Ils sont ouverts et on verra les traces de cette vision de départ de notre programme pédagogique dans la réalisation de leurs petits films. Comme quoi, les choses sont beaucoup plus complexes que ce que le monde politique veut bien nous dire. C'est la première fois que cette expérience de réalisation de films... Non, c'est 5 ans qu'on nous fait 5 ans, oui, 5 ans. Et alors, pourrais-tu nous parler un petit peu des collaborations avec Lire et Écrire, avec Attaque, puisque tu dis que il s'agit
dans votre projet d'avoir vraiment qu'il s'agit d'un centre cinématographique et non pas d'un cinéma au sens classique du terme. Est-ce que tu pourrais dire un petit peu quelles sont ces activités qui ne sont pas annexes puisqu'elles rentrent de plein pied dans un projet global, celles que je viens de citer? Donc tu m'as parlé de lire et écrire, tu m'as parlé de les yeux ouverts, d'attaque. Voilà, entre autres choses. Est-ce que tu pourrais dire un petit peu ce qui se fait et qui ne serait pas connu par les auditeurs qui nous écoutent ce soir? Notre souci d'émancipation, d'ouverture au monde, d'ouverture au débat, d'ouverture à la réflexion ne va pas sans la recherche de la beauté. Ce qui fait que dans la stratégie que nous développons à la Rambert, nous pourrions et nous allons dans des activités toutes les semaines, en dehors de la programmation classique, nous développons une série d'activités. Seuls, sur nos propres forces ou en collaboration avec d'autres partenaires. Et donc, on va du plus pointu, effectivement, alors dans ce cadre-là, public relativement réduit, d'une petite case que nous appelons écran d'art. Dans cette case-là, c'est plutôt, alors vraiment, on est proche de l'art plastique et on est proche de la réflexion sur l'art contemporain, vis-à-vis duquel j'ai beaucoup de critiques, mais je crois que ça fait partie de nos missions d'accompagner ce mouvement. Et nous allons, si je puis l'exprimer de cette manière-là, jusqu'à Attaque ou lire et écrire. Donc Attaque tient un ciné-club mensuel. Là, c'est l'ouverture, je dirais, altière-mondialiste. Hein, c'est toujours le jeudi soir? C'était le jeudi. C'est toujours le jeudi soir. Avec un débat, c'est ça? Avec débat. Un autre jeudi, il y a écran d'art. Un autre jeudi, il y a genre d'à côté, je dirais, ça c'est le ciné-club gay et lesbien. Lire et écrire, alors là ça se passe en matinée. Le second que tu as cité, c'était donc tu as d'abord parlé Attaque, puis un autre jeudi quelque chose. Genre d'à côté. Oui, ça c'était le troisième. Et tu en as cité un deuxième. Tu as dit un jeudi, il y a autre chose. Alors je ne sais plus ce que je t'ai dit. Oui, mais tout d'un coup ça ne me revient pas. Oui. Mais lire et écrire, ça c'est une collaboration donc avec l'ASBL Lire et écrire, l'organisation fêtière des groupes d'alphabétisation qui tiennent chez nous un ciné-club mensuel avec les mêmes objectifs. Et c'est un succès phénoménal. Donc là aussi, on ne passe pas le dernier film pointu de Chantal Akerman, tiens, puisque tu en parlais tout à l'heure. Oui. Ça peut être par exemple un film comme Dance, un film académique formellement, mais qui donne pour des primo-arrivants une idée des luttes en Belgique ou de la réalité belge par exemple. Les films dans ce cas-là, contrairement à nos principes, puisque nous passons toujours les films en version originale, dans ce cadre précis, nous passons des versions françaises, puisque la dimension d'apprentissage et d'alphabétisation fait partie de la démarche. Mais là, concrètement, ce sont je pense, pour beaucoup de participants, des vrais moments à la fois de récréation et éducatifs dans le cadre du cinéma. Voilà. Il y a des activités particulières, donc il y a toujours une programmation qui s'appelle Les Enfants d'abord. C'est une programmation récurrente les mercredis, samedis, dimanches et autres jours de vacances. Une programmation destinée vraiment au jeune public, très jeune public, mais nous développons un travail particulier dans ce qu'on appelait les petits samedis, où là, il y a également un travail d'initiation et on ne prend pas plus de 40 gosses à la fois, c'est aussi une fois par mois. Et qui viennent d'où alors ceux-là? Ce sont des gens qui s'inscrivent. Qui s'inscrivent, oui. Qui s'inscrivent et qui participent à... Alors là, je reconnais, on essaie peut-être plus un public plus bobo qui mettent leurs gosses le samedi matin là-bas. Mais toutes ces démarches se recoupent, doivent toujours s'inscrire en complémentarité avec le but final C'est ça. Comme tu viens d'évoquer comment dirais-je, le public des jeunes enfants, est-ce que tu peux identifier en gros le public des adultes? Est-ce qu'il s'agit d'un public essentiellement d'intellos, de bobos, plutôt de jeunes, éventuellement de pensionnés parce qu'ils ont du temps libre, ou est-ce qu'on trouve de tout? Bon, évidemment, ici,
tu es peut-être un peu mal pris parce que tu es directeur d'une entreprise et donc tu ne vas pas faire de l'exclusion vis-à-vis de certains publics. Mais est-ce que tu peux quand même, en gros, je dis bien en gros, hein, même s'il y a tu vas me dire on trouve de tout. En une phrase, c'est votre objectif d'avoir tout le monde. C'est la classe moyenne dite éduquée qui est notre cœur de cible. Voilà. Parlons de jargon commercial. Oui, c'est ça. Bien sûr, c'est ça. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que notre public est tendanciellement plus âgé. Oui. Ce qui pose le problème justement de comment... Parce qu'ils ont plus de temps libre peut-être. C'est pas des gens qui... Non, parce qu'ils n'ont plus d'enfants éduqués, parce qu'ils ont pris leur prépension. Non, c'est plus complexe que ça. C'est une évolution du public cinéma. Alors on peut aussi se faire pointu là-dedans. Premier enfant, abandon des sorties cinéma, retour un peu plus tard. Et puis peut-être cet aspect de la cinéphilie. Oui. Je dirais que ce sont les anciens. Historiquement. Voilà. Et les anciens, jeunes, ils sont plutôt devant leur console. Exactement. Donc, et ça fait partie de notre boulot. Je crois qu'aujourd'hui et de plus en plus, si tu veux, lorsqu'un film se retrouve à l'affiche de la Rambert, il faut lui trouver ce qu'on appelle dans les DVD un bonus. Oui. Alors, le bonus, ça peut être une séance comme celle qui s'appelle Les yeux ouverts, où la projection est suivie d'un débat philosophique mené par un gars de chez Tropisme, Samuel Hage, vraiment il organise ça extrêmement bien. Ça peut être un débat avec un réalisateur, mais pas un débat people parce qu'on fait venir un réalisateur. Je dis, les avant-premières de ce type, on laisse ça à l'UGC, c'est pas ce qui se pratique. Donc, c'est un vrai débat avec un auteur, que d'ailleurs maintenant nous enregistrons et passons sur notre site. Je crois que dans l'idéal, et bien sûr nous n'y arriverons pas, mais dans l'idéal, chaque projection devrait être accompagnée, choyée et entourée. Et c'est le prix qu'il faut payer en termes d'énergie pour réintéresser les gens. Moi-même, comme tout le monde, j'adore regarder un film à la télévision et il existe aujourd'hui ce qu'on appelle de la vidéo à la demande. Il y en a des formidables. Chaque gamin peut se faire une culture cinéphilique sans passer par la cinémathèque. Moi, je conçois parfaitement que des gamins squattent l'appartement des parents et devant un beau home cinéma se fassent leur culture cinéphilique en causant entre eux. Je n'ai aucun souci par rapport à ça. Donc c'est à nous d'être imaginatifs et de trouver les arguments pour leur redonner le plaisir de venir ensemble devant ce fameux écran, reparticiper collectivement. L'écran, la salle obscure, ça a quand même une magie, évidemment. C'est peut-être une question de... Et l'aspect socialisation de la démarche d'aller au cinéma, extrêmement important. Mais c'est à nous à trouver, à force d'imagination et de propositions, à trouver ce qui redonnera du désir à ces plus jeunes de venir dans nos salles. Alors, j'aimerais bien maintenant que tu nous parles de l'actualité. Nous sommes le 16 août, c'est-à-dire qu'il y a encore 3 bonnes semaines. Je crois que c'est encore jusqu'à la fin de la première semaine de septembre, quelque chose comme ça. Il y a l'événement attendu par beaucoup de cinéphiles qui est l'écran total et qui permet aux étudiants, entre autres choses, à ceux qui ont du temps libre, de pouvoir, pendant la journée ou le soir, de pouvoir regarder des grands classiques, aussi des films plus récents. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment la programmation de l'écran total est conçue de manière générale et plus particulièrement cette année-ci, comment les cycles ont été choisis? Est-ce qu'il y a vraiment une programmation sur le long terme où on se dit, voilà, dans les 5 ans qui viennent, on aimerait bien qu'il y ait tel et tel réalisateur qui passe et tel type d'acteur? Que tu nous expliques un petit peu comment se fait une programmation et s'il y a quand même une politique à moyen terme et comment ça se fait une programmation. C'est peut-être plus technique ce que je pose comme question ici, mais concrètement, et alors, donc je t'ai dit ça c'est la question générale, et puis alors plus concrètement, comment celui de cette année-ci a été conçu. Écoute, dans une année de la Rambert, l'écran total est un instant décisif. Voilà. Je dirais même que c'est, en termes de fréquentation, le moment où nous sommes au sommet. Si toute l'année était comme ça, on serait extrêmement heureux.
Mais la division en différentes rubriques de l'écran total, classique, inédit, reprise, des documentaires, Oui. est une division historique qu'on mène aussi depuis plus de 20 ans. Cette division est stable. Et c'est un peu celle de la Cinémathèque, parce que je vais de temps en temps... Il me semble que ces rubriques sont un petit peu... Non. Moi, il me semble qu'il y a aussi la rubrique historique, la rubrique nouveauté. Alors, un auteur ou un réalisateur qui fait l'objet comment dirais-je, de projection pendant 2 mois, des choses comme ça. Ou bien c'est une impression, mais parce que je reçois quand même le programme. La Cinémathèque a beaucoup évolué, et le programme aussi a flagué. Oui. Donc, je parle de maintenant, je ne parle pas d'il y a 10 ans. Et donc c'est un peu normal que les projets se recoupent et agissent en complémentarité. Mais la division classique, et qui soit dit en passant, est numéro 1 au box-office de l'écran total, donc ce qui montre même que malgré la télévision, malgré le DVD, malgré tous les canaux d'accès au cinéma, les gens ont encore un certain plaisir à venir revoir des classiques au cinéma. C'est ça. Dans une vraie salle. Oui. Les inédits, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écran total, qui a effectivement plus de 20 ans, au début, devait jouer, si tu veux, un rôle substitutif aux difficultés, même pour des gens comme nous, de mettre certains films sur le marché. Alors, on montrait vraiment les films qui venaient de l'étranger, dans la catégorie inédit, qui ne trouvaient pas de canaux d'exploitation pour des raisons commerciales diverses. Alors la situation a évolué, le marché du cinéma, y compris celui-là, a évolué, mais ça reste une rubrique clé, mais qui reste la plus fragile au sein de l'écran total, parce que pour éveiller la curiosité sur des œuvres totalement inconnues, c'est quand même un peu plus compliqué. Il y a une rubrique que nous qualifions de reprise, c'est parce qu'on observe l'année cinématographique écoulée, certains films sortis éventuellement dans le circuit commercial tout à fait classique, dont on trouve qu'ils sont des films qui sont réellement intéressants, cinématographiquement intéressants, et qui n'ont pas eu la visibilité souhaitable ou souhaitée de ces films, et on leur donne une deuxième chance. Donc il y a un minimum de films repris dans cette rubrique. L'ouverture sur le documentaire, j'avais oublié ça, on collabore également, mais alors toute l'année, dans des rubriques aussi particulières, avec un collectif qui s'appelle le Petit Ciné. Ça fait aussi au moins une dizaine d'années, si pas plus, que nous travaillons ensemble, et qui est une exposition et un travail particulier fait autour du documentaire. Et nous tentons régulièrement pendant l'année de mettre à l'affiche aussi des films documentaires. Et en collaboration avec eux, nous projetons un certain nombre de documentaires aussi. Alors, je pense que ce qui t'intéresse, et je crois que c'est ça le sens de ta question, au-delà de cette subdivision assez classique et récurrente en rubrique, c'est le propos qui est tenu dans notre petit éditorial. Voilà. Pourquoi cette thématique-là précise ? Parce que si j'ai bien lu, cette année-ci, il y a, j'ai noté la notion de la mémoire, la folie et la liberté. Ce sont les 3 mots-clés que j'ai pu voir apparaître dans l'introduction donc au petit fascicule, au programme des deux mois de vacances. Ce sont les 3 termes que j'ai repérés. Oui, hasard, pas hasard, comme on le dit. Oui, à chaque fois, on comprend bien le jeu là. On parle de folie, on parle de mémoire et on parle de liberté. Alors, est-ce que ces termes-là, ils sont récurrents ou bien il y a vraiment un choix, ou bien c'est après avoir choisi un certain nombre de films qu'on se dit, ce qui les réunit, ce sont ces thèmes-là. Alors, première généralité, le cinéma d'auteur qui n'est pas toujours drôle, non pas pour des questions de langage, de difficulté d'accès, mais parce que le cinéma d'auteur prend les problèmes de ce monde à bras-le-corps et ne reflète pas nécessairement des visions extrêmement réjouissantes. Encore que je suis ravi quand une comédie un peu subversive et corrosive apparaît, c'est éminemment souhaitable. Mais néanmoins, il traduit la réalité de ce monde dans lequel on vit. Et ça, c'est une vraie généralité sur ce qui est programmé en général à la Rambert. Alors le choix qui a été fait par le responsable de l'écran total au sein de l'équipe,
a été d'inviter Jonathan Neusitter. Donc là, il fait un choix d'un individu avec qui il avait une certaine sympathie. Et puis ce qui s'est révélé au travers de ce choix, c'est, je dirais, quasi à gauche toute. Donc est-ce que c'est cette espèce de... Moi je parlais tout à l'heure qu'on se sentait parfois un peu chaos, idéologiquement vaincu. Cette question est largement partagée quand même par toutes sortes de liens avec une série de gens. Et on s'est aperçu que les choix que Neusitter, la problématique dont il souhaitait débattre était de nouveau une problématique d'interrogation sociétale forte et d'engagement. Alors voilà, est-ce que c'est une évolution? Est-ce que ce sont les prémices d'un retour à certaines interrogations? J'aimerais le croire, je l'espère. Je n'en suis pas sûr, mais je l'espère vraiment. Ça me semble possible. Et c'est un peu ça que certains thèmes, comme la folie, toutes ces choses reviennent, parce qu'il y a une demande, parce que des films traduisent ce renouveau, ce questionnement, et que donc nous sommes revenus à des thématiques que j'ai déjà eu l'occasion d'explorer au cours de notre vie cinématographique, mais toutes ces choses reviennent. Et ce ne me semble pas un hasard, même si on pose la question délicatement. J'ai vu que, ça existe sans doute depuis quelques années, mais je ne suis pas du tout un fanatique de l'informatique, comme tu le sais. Vous disposez d'une boîte à messages. Est-ce que ça permet de connaître un petit peu la température de... Non, pas exactement. Je vois où tu veux en venir. Oui. C'est pas un forum. Ce n'est pas un forum. Ce n'est pas un forum. Ce n'est pas un forum. Parce que ce que j'ai lu, j'essaye de retrouver ça... oui, quelque chose à dire. Avez-vous quelque chose à dire au sujet du festival Écran Total, d'un film en particulier ou du cinéma en général? N'hésitez pas à passer par le BAM. Oui, alors le BAM... alors explique un petit peu ce que c'est. Alors il est marqué: le BAM est un nouvel espace qui entend rassembler toutes sortes de débats, d'échanges et de réflexions autour du cinéma et de la création contemporaine. Alors tu dis ce n'est pas un forum, mais comme c'est présenté, j'avais cru que c'était un forum. Non, ce n'est pas un forum. Je viens de lire... on appelle ça BAM, boîte à messages, c'est la lecture première, boîte à malice si tu veux. Oui. Et... C'est quoi alors? Dans les faits concrètement, indépendamment du projet qui est annoncé alors là. on demande un petit effort aux utilisateurs de notre site. Sur le BAM, ils doivent s'identifier et on va leur donner un code d'accès. Oui. Et ils pourront déposer sur notre site des vraies contributions. Mais ça peut être une photo, ça peut être 30 secondes d'enregistrement sonore, ça peut être un mini-film. Et ça reste sur le site. Et ça peut être du texte. Et ça reste sur le site. Oui, le site. Et c'est consultable par tous C'est consultable par tous. Voilà. Mais l'accès nécessite mot de passe et le feu vert. D'accord. Tu sais, les forums, en général, dérivent vite vers des revendications poujadistes. Oui, c'est ça. Donc c'est en général pas très sérieux. Donc on demande ici aux gens de faire un certain travail. Donc c'est une rubrique particulière dans le cadre du site, mais le site auquel on a accordé un énorme développement, ça nous a coûté d'ailleurs très cher, et c'est devenu une pièce, à notre avis, centrale dans le dispositif, parce qu'il travaille à la fois sur la mémoire de ce qui se fait à la Rambert, il y a une lecture, je dirais, horizontale de toutes nos activités, tout se regroupe. C'est à la fois une manière de s'inscrire dans les modes de communication contemporains et de peut-être, par ce biais-là d'ailleurs, réintéresser les jeunes gens. C'est une manière de gagner en autonomie, parce que si nous arrivons à développer, je dirais, notre propre réseau d'information, parce qu'on a créé aussi une rubrique Arambert TV, donc on espère, mais la montée en puissance n'est pas pour demain, mais l'idée, c'est de développer aussi un Arambert TV. Ça nous autonomisera peut-être par rapport à la publicité au sens classique du terme, où nous pourrons nous adresser en des termes différents à nos, on peut pas dire notre public, nos publics, en des termes différents, et ne pas subir nécessairement, bien que nous devons aussi jouer avec ça, avec la presse au sens classique, parce que l'idée que je me fais de la critique cinéma est plus, et c'est souvent comme ça que les commerciaux la manipulent, c'est souvent réduit
à être un vecteur publicitaire point à la ligne. Donc on a envie de faire entendre une autre voix que celle-là, et donc on espère, par rapport à des interventions sur notre BAM, avoir des interventions différentes, mais aussi de fonctionner plus sur les réseaux, alors sans un optimisme béat par rapport à la théorie des réseaux que tout le monde utilise, mais enfin ça nous permet peut-être de retrouver une frange d'autonomie, de liberté, sans être dupe de ce que c'est que Facebook et Twitter. On intervient aussi quotidiennement sur Facebook, mais on utilise tous ces instruments au service de notre démarche, sans, je dirais, sans être dupe, conscient de ce que toutes ces choses signifient, mais en même temps ça peut être un incroyable instrument de liberté, de propagation d'idées plus ou moins sympathiques, et de relever les débats. Et une fois de plus, nous ne serons qu'un maillon de cette éventuelle chaîne qui se constituera. Mais en tout cas, le site est vécu comme une véritable troisième salle, doit être programmé, conçu quotidiennement comme une troisième salle, et ce n'est pas simplement un espèce de gadget technologique, c'est un endroit où on va chercher, tenter, on nous dira si on réussit, mais d'y mettre du contenu. Voilà, alors nous arrivons tout doucement à la conclusion de cette émission. Alors je remercie Thierry Abel de nous avoir dressé un tableau le plus complet possible, vu le peu de temps qui lui était imparti dans le cadre de cette émission. Je crois qu'il a bien montré à travers son propos que cette entreprise qui maintenant a une trentaine d'années a au cœur de son projet l'émancipation culturelle, qui est un vecteur essentiel de libération de l'être humain, et ceci par toute une série de voies qui ont été décrites, expliquées, explicitées ce soir. Je le remercie donc vivement au nom de nos auditeurs. Je voudrais maintenant annoncer, peut-être rappeler à nos auditeurs que l'écran total ne se terminera que à la fin de la première semaine de septembre, sauf erreur de ma part. Je vous invite donc, sans faire de publicité, mais je crois que dans le domaine de la culture, on peut faire de la publicité sur Radio Air Libre. Je vous conseille donc vivement de profiter de ces 3 semaines et demie peut-être encore, que vous avez devant vous pour aller à l'écran total. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais je ne doute pas un seul instant que les auditeurs de Radio Air Libre connaissent tous, et si évidemment, tu me permets, le cinéma à Rambert. Je conseille aux